Pendant 4 jours, du 21 au 24 novembre, nos chars et leur infanterie d'accompagnement nettoient la grande cité industrielle, où la Gestapo et une partie de l'état-major de la 19e armée allemande se trouvent pris au piège. Nous faisons des milliers de prisonniers. Nous nous emparons de Hambourg, de Niffer, de Lutherbach et de Morswiller et poussons des pointes sur Ensisheim. Pendant ces mêmes journées, notre aile gauche développe sa manœuvre. Elle atteint le ballon d'Alsace et commence à descendre en livrant de furieux combats vers les vallées de Massevaux et de Saint-Amarin. Mulhouse est à nous. C'est la première grande ville d'Alsace rendue à la liberté. Chaque nuit, pourtant, des rafales de mitraillettes crépitent dans les rues sombres, car la 5e colonne est toujours là. Elle annonce le retour prochain des soldats d'Hitler. Mais l'espoir et la joie sont plus forts que toutes les menaces. Ceux de la résistance ont pris les armes. Ces avances successives ont donné à la ligne du front la forme d'une tenaille. Pour empêcher la tenaille de se refermer, l'ennemi contre-attaque au sud de Suars vers la frontière suisse, sur le couloir de nos communications. Des panzergroupes d'élite s'infiltrent dans les bois de la Suarcine en direction de la route de Delle à Sepois. C'est par là que passe tout le ravitaillement des unités lancées en flèche sur Mulhouse. Les commandos des nazis arrivent à pousser jusqu'à la frontière suisse, dans les bois de Rochésy. Mais des unités du Maquis et la 9e DIC, où de nombreux jeunes soldats levés par la résistance viennent de remplacer les troupes noires, contiennent le choc de ces vieilles troupes. Jour et nuit, nos convois continuent de rouler vers Mulhouse. Mais la contre-attaque allemande a progressé. Des balles sifflent autour des camions. La route n'est pas claire, comme disent nos soldats. Alerte à nos chars! Des tigres et des panthères sont signalés dans les bois. Le tigre est en brioche, hurlent les équipages de nos chars.
La route est claire, disent les gars de la régulatrice routière. Et le trafic reprend. Les files de camions se succèdent. Les vainqueurs de Mulhouse recevront le ravitaillement et les munitions qui leur permettront de poursuivre la bataille. Nous réagissons à notre tour. En dépit des efforts que nous faisons pour épargner à l'Alsace les horreurs de la guerre, l'ouragan de fer et de feu s'abat sur de paisibles villages. Mais les Alsaciens retrouvent dans leurs libérateurs les frères de ces jeunes hommes que les hitlériens ont traqués pendant 4 années. On boit le kirsch et la mirabelle de la liberté. Combien d'Alsaciens reviennent du reste au pays en ce jour? La menace que la contre-attaque de l'ennemi a fait peser un moment sur la ligne de nos communications va servir maintenant à causer sa perte. Il reste engagé entre les 2 morts menaçants de notre tenaille, encore ouverte, mais déjà prête à se refermer. On se bat furieusement sur toute la ligne de feu et nous enlevons d'assaut Ballersdorf et Dannemarie sur le flanc de la contre-attaque nazie. Mais, dès le 26, le général Delattre a déclenché la manœuvre décisive. Le premier corps pousse de Mulhouse sur Burnhaupt, tandis que le deuxième pousse de Masseveau vers le même objectif. En dépit des réactions furieuses de l'ennemi, les branches de la tenaille se referment le 28 à 16 heures sur le plateau de Burnhaupt. La bataille de Haute-Alsace est gagnée. En 15 jours, nous avons libéré le Sundgau, fait 18 000 prisonniers, détruit plus de 100 chars et ébranlé la 19e armée du Troisième Reich. Mais cette armée, il faut la nourrir. Chaque jour, ces centaines de mille hommes ont besoin de leur ration de pain. Et ce sont de vraies cités de la boulange qui suivent les divisions et se déplacent avec elles suivant la fortune des combats. Pendant que la première armée libérait le Sundgau, une offensive américaine défonçait les lignes allemandes de Lorraine. Et par une ruée analogue à celle qui avait porté les chars de la division du Vichy à Mulhouse, une division française, la 2e blindée du général Leclerc, libérait Strasbourg. Dès le 20 novembre, surmontant tous les obstacles, un groupement de cette division arrivait dans la haute vallée de la Sarre Rouge, tandis qu'un autre groupement poussait vers le nord et débordait Sarrebourg. Le lendemain, répartie en 4 colonnes, la division fonce vers l'est. Arrêtée devant Phalsbourg, elle prend Saverne à revers et débouche dans la plaine d'Alsace. 2 colonnes poussent alors vers Strasbourg par les voies les plus directes, mais se heurtent aux défenses qui protègent la ville.
Mes deux autres colonnes débordent les défenses de Strasbourg par le sud et par le nord. Et nos chars pénètrent dans la ville le 23 novembre. Des milliers de prisonniers tombent entre nos mains. La déroute de l'ennemi est complète. Dépassant Strasbourg, nos troupes poussent vers le Rhin, qu'elles atteignent à hauteur de Kehl. Ce ne sont pas les obus ni les bombes qui ont dévasté Gérardmer, ni Saint-Dié, ni tant d'autres villages des vallées des Vosges. C'est l'incendie, allumé systématiquement par l'ennemi en retraite. La liberté n'a retrouvé que des ruines, que ces spectres de villes incendiées, plus tragiques encore que celles qui furent dévastées par la bataille. Mais à Strasbourg comme à Mulhouse, partout où l'avance fulgurante de nos troupes a sauvé les villes de la destruction, la vie reprend. À la réouverture solennelle de la cathédrale de Strasbourg, détournée d'elle-même depuis 5 années, civils et combattants, croyants ou non, s'unissent dans une même ferveur, où la foi religieuse se confond avec la foi dans les destinées de la patrie.